à toutes et à tous, Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission cette semaine dans d'Autré. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Donc, notre actualité cette semaine, des citoyens et citoyennes de Saint-Gabriel-de-Brandon et de la ville de Saint-Gabriel se sont mobilisés à la fin avril pour étudier la possibilité d'un regroupement des deux entités municipales. Nous avons rencontré Odette Sarrazin de Saint-Gabriel, une collectivité. Une pétition en ligne pour le problème d'érosion des berges aux abords de la voie maritime du Saint-Laurent dans la circonscription circule présentement. Nous en avons parlé avec Yves Perron, qui est député de Berthier-Masquinongé. L'entreprise aide à domicile d'Autré et à la recherche d'employés. Nous en avons donc discuté avec Benoît Lortie, qui est directeur général. La photographe Cassandra Reynolds est l'artiste en résidence du 1er au 30 mai à la chapelle des Culbert. Son exposition « Quand les gens se racontent » sera présentée du 1er au 27 juin. Nous l'avons donc rencontrée. Le dévoilement de l'équipe 2021 du musée Gilles Villeneuve a été annoncé. Le dévoilement de leur voiture se fera à la fin du mois de mai. Nous en avons parlé avec Alain Bellumeur, qui est directeur général. Le CREVAL a tenu une conférence de presse le 13 mai dernier pour le lancement de la 3e édition de tonaventure.com. Nous vous en présentons un extrait. De nouveaux mots ont été ajoutés dans le dictionnaire Larousse, édition 2021. Nous avons donc préparé une petite chronique à cet effet et on termine avec la chronique d'astrologie de Xavier Lemire. Bonne émission à vous! J'aimerais peut-être repréciser notre nom qui a été choisi, comme la semaine dernière. Donc, maintenant, nous allons nous appeler Saint-Gabriel, une collectivité. C'est maintenant notre nom de comité. C'est Saint-Gabriel, une collectivité. Et alors, pour répondre à votre question, Mme Lemont, pourquoi on a formé un comité? Parce qu'on voulait réfléchir, ça s'est voulu aussi un comité de réflexion sur ce qu'on vit dans nos municipalités à Saint-Gabriel-de-Brandon, mais aussi à Ville de Saint-Gabriel. Donc, le comité a été formé pour jeter un regard sur les deux municipalités. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe à Saint-Gabriel et à Ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, parce que comme vous l'avez mentionné, c'est deux entités. Premièrement, on voit présentement, avec la pandémie, l'engouement pour le milieu rural des personnes qui s'en viennent s'installer en campagne. Fait que ça, c'est un premier constat. On a dit qu'il y a beaucoup de gens qui s'en viennent s'installer à Saint-Gabriel. Il y a des nouveaux arrivants, puis même des plus anciens qui ne savent pas qu'il y a deux entités municipales. Aussi, les gens ont besoin d'informations parce que les gens ne savent pas, concernant l'information, concernant le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à savoir qu'il y a un guide sur le regroupement des municipalités que vous pouvez voir derrière moi, la page, le titre. Il y a un guide qui existe, puis dans ce guide-là, il est mentionné qu'il y a de l'accompagnement qui peut se faire auprès des municipalités, puis il y a aussi des subventions disponibles. Fait que ça, c'est ce qu'on constate aussi. Puis on constate aussi qu'il y a un manque d'appui pour l'essor du centre-ville. Nos cœurs, nos centres-villes, il y en a plusieurs au Québec qui sont en tout cas, qui auraient besoin d'amour, oui, c'est ça, disons. Et puis ça, on s'est posé aussi des questions. Fait que donc, pour les questions, on s'est dit, premièrement, il y a une des questions qui nous est arrivée, qu'est-ce qui arrive avec l'Église? On a une belle église à Saint-Gabriel-de-Brandon qui, présentement, est en vente parce que, compte tenu des situations des églises au Québec, il y a des problèmes. Fait que donc, on a une église, puis qui n'est pas utilisée, est utilisée par les gens de la fabrique, là, avec une chapelle qui se sont constituées à l'arrière. Mais on s'est posé la question, qu'est-ce qui arrive avec notre église? On s'est posé la question, comment sauvegarder le cœur de Saint-Gabriel quand on sait que c'est le cœur de nos municipalités qui font l'image, qui reflètent l'énergie de la région. On s'est demandé aussi, est-ce qu'il y aurait des retombées positives pour les municipalités voisines? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait envisager pour vraiment stimuler tous les volets économiques, culturels, sociaux? Puis on s'est demandé, mais a-t-on déjà pensé regrouper les municipalités? Ça se sait-tu déjà? Suite à ce constat qu'on a eu, qu'on faisait, c'est ça, on s'est formé en janvier 2021. Une des conditions, la première étape dans un regroupement de municipalités, c'est de faire une étude. Ça, c'est la première étape. Il faut absolument faire l'étude pour être capable de prendre des décisions après, prendre des décisions éclairées. Si
s'il n'y a aucun avantage à être regroupé, bien, on n'ira pas là-dedans, tu sais. On est des citoyens, puis on veut le mieux pour nos municipalités, puis pour la collectivité. Et à quoi ça servait une étude? Bien, une étude, ça sert à poser un regard sur les aspects socio-culturels, économiques et géographiques et politiques de la région. Ça sert à examiner les impacts financiers et fiscaux, parce que présentement, en ayant parlé un peu autour de nous, le problème, les taxes, Exact, c'est ça. ça vient tout de suite sur le premier échelon. Fait que donc, cette étude-là permet d'examiner les impacts financiers et fiscaux qu'aurait un regroupement, puis ça définit les principaux enjeux d'un regroupement. À quoi ça va servir d'avoir un regroupement? Puis, il y a aussi dans ce contexte-là, il y a une présentation des prévisions budgétaires de la nouvelle entité. OK. Fait que, à partir de là, ensuite, bien là, il y a des négociations, puis là, ensuite, ils vont nous présenter l'étude, et ensuite, c'est les citoyens qui décident. OK. C'est pas décidé par des instances supérieures, c'est vraiment nous, comme citoyens, qui allons décider si cette étude-là nous démontre les bonnes raisons de se regrouper ou pas. Fait que donc, après on a consulté le guide, puis là, nous apprenions que nous avions eu une étude en 1998. Ah. Oui, il y a eu une étude sur le regroupement de Ville de Saint-Gabriel et de la paroisse Saint-Gabriel de Brandon en 1998. Okay. Et si je dis paroisse, parce qu'à cette époque-là, la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon s'appelait Municipalité de la paroisse de Saint-Gabriel de Brandon. Fait que donc, avec le temps, il y a eu des changements au niveau de la nomination. Fait que donc, fait qu'on apprend ça. Fait que, puis ça, on l'a obtenu grâce à l'accès à l'information. Puis ça m'a permis aussi d'aller voir, bien, il y en a-tu eu d'autres regroupements dans la Naudière, puis ici, dans la MRC de Dautré? Fait que oui, j'ai fouillé un petit peu. Fait que donc, j'apprends que Saint-Félix-de-Valois a été regroupé en 1997, Saint-Cuthbert en 1998, Lanoret en 2000, Lavaltrie en 2001, Saint-Alexis-de-Montcalm dernièrement en 2012 et l'Épiphanie, la dernière en liste, 2018. Fait que donc, il y a déjà des municipalités qui se sont regroupées. Puis là, ce qu'on fait comme comité, on va interroger ces personnes-là. Fait qu'on est allé rencontrer des personnes qui ont vécu ces regroupements-là. Puis on a aussi... c'est ça, on est allé voir les gens qui ont vécu cette démarche-là dans leurs années. Puis c'est intéressant de voir aussi toutes les questions qui se sont posées et tout ça. Fait que donc, on sait maintenant que on a des données présentement qui nous permettent de dire qu'en 1998, il y avait des avantages à être regroupés. Okay. Il y avait aussi quelques inconvénients, mais il y avait des avantages. Est-ce qu'en 2021, on pourrait regarder de nouveau, avec l'étude, comment ça a évolué et est-ce que c'est encore possible de faire un regroupement qui nous apporterait des avantages? À tous les deux municipalités, exact. On s'entend, là. On ne le fait pas pour nuire à une ou à l'autre, on le fait dans un esprit de collaboration, parce qu'effectivement, les municipalités doivent travailler ensemble là, pour l'étude. Oui. C'est pas quelque chose qui se fait juste... C'est pour ça que le ministère demande que les deux municipalités adoptent une résolution pour pouvoir aller, pour que le ministère puisse prendre en charge cette démarche-là avec nos municipalités. Okay. Parce que premièrement, puis on pense, en tout cas, on la demande, oui, parce que comme je viens d'expliquer plusieurs avantages d'avoir l'étude, mais c'est qu'elle est gratuite, l'étude aussi. Fait que donc, ça ne coûte rien aux contribuables de faire cette étude-là. Là. Ça va demander du temps, oui, à nos conseils municipaux, parce qu'il va falloir qu'ils se prennent le temps de s'asseoir, il va falloir qu'ils prennent le temps de sortir les chiffres, mais c'est toujours en étant accompagné du ministère des Affaires municipales. Puis supposons que ça demanderait vraiment, vraiment trop de temps, bien, il pourrait y engager des consultants. Ça, c'est sûr qu'il faut les payer. Bon, mais c'est des choix qu'on fait, là. Puis c'est pas comme je disais, avec cette étude-là, elle n'est pas contraignante, dans le sens que les gens peuvent prendre 6 mois, 1 an pour la faire. Tu sais, il n'y a pas une date limite de dire qu'au 30 septembre, il faut que l'étude soit faite, puis qu'on s'en aille en... Peut-être que ça pourrait évoluer vite, mais il n'y a pas de contrainte de temps. Okay. Fait que donc, il peut y avoir, puis si on regarde l'étude de 1998, c'était 3 ou 4 rencontres réparties sur 6 ou 7 mois avec les conseils avec les employés des conseils municipaux.
Fait que donc, bon, déjà, bon, nous avons, puis là, présentement, comme je l'explique présentement, on a l'étude de 1998 qui nous donne quand même des pistes de discussion. Puis dans ça, il n'y a pas, ce qu'on a lu en 98, il n'y a pas de perte d'emploi. Il n'y a aucun employé qui va perdre son emploi, soit à la ville ou à la municipalité. Mais comme je viens de le mentionner, il n'y a pas d'augmentation de taxes, même des baisses de taxes pour l'ensemble des contribuables dans les deux municipalités. Chaque municipalité conserve ses dettes. On n'ira pas payer les dettes de la ville de Saint-Gabriel, puis la ville de Saint-Gabriel ne payera pas nos dettes. Fait que c'est ça. Fait que donc, en 2021, ce qu'on veut, on veut avoir la réalisation de cette étude pour être capable de répondre aux inquiétudes des personnes. Parce que, puis là, on le voit, on a un Facebook, là, une page Facebook qui s'appelle Saint-Gabriel, une collectivité. Fait que donc, aussi, si vous voulez aller voir cette page-là, vous avez des arguments en faveur et en défaveur. Et pourquoi? Et c'est ce qu'on demande. C'est ça, vous pouvez être pas d'accord, mais dites-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce qui fait que vous ne seriez pas d'accord pour ce regroupement-là? Bien, pour cette étude, parce que présentement, on ne parle pas de regroupement, on parle d'études éventuellement. Et lorsqu'on aura les données, oui, on parlera de regroupement, des pour et pour les contre. Puis on se dit, bien, comme citoyen, je pense que c'est notre légitimité de poser des questions à nos conseils municipaux. Et puis c'est parce qu'on se questionne sur l'avenir de Saint-Gabriel. Et puis là, on se dit, est-ce qu'on doit attendre encore pour un développement unifié puis harmonieux? Est-ce qu'on doit être proactif là-dedans ou rester assis puis attendre que les choses se passent? Et on pense aussi, bien, l'avenir, c'est les jeunes qui viennent, puis là, avec les gens qui viennent s'établir dans nos campagnes, dans nos milieux, bien, on pense qu'on peut leur offrir ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'on veut leur offrir. Bien là, c'est ça. Où est-ce qu'on en est présentement? Fait qu'il y a les actions qui sont en cours. Et les actions qui sont en cours, on a consulté les deux. On a fait une demande de cette étude-là aux deux villes, aux deux entités municipales, la ville de Saint-Gabriel et à la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Puis on trouvait que c'était un bon moment pour le faire parce que nos deux municipalités, quand même, ils ont des ententes, puis ils sont capables encore de se parler. Bon, tu sais, ça fait partie aussi des enjeux de parler de cette étude-là présentement parce que nos deux conseils municipaux, ils n'ont pas de conflit. C'est ce qu'on a déjà, en tout cas, en ayant consulté d'autres municipalités auparavant, dont une, qui ont été 10 ans en conflit avec des avocats et tout ça pour pouvoir gérer les situations courantes de la vie, là, les aqueducs, puis les égouts, puis bon, des terrains, puis bon. Fait que donc, on n'en est pas là. Fait que donc, pour nous, c'est déjà un très, très bon départ pour que cette étude-là ait lieu, et pour le moment. Fait que donc, on a demandé de réaliser cette étude-là à nos deux municipalités. On avait aussi organisé une rencontre avec André Villeneuve, qui est l'ex-maire de Lanoret, qui, lui, est venu témoigner parce qu'il avait été l'initiateur du regroupement de Lanoret-Dautré dans le temps et Saint-Joseph de Lanoret, puis qui a été créé en l'an 2000. La municipalité ou la nouvelle entité municipale a été créée en l'an 2000. Fait que ça, on a organisé ça. Puis là, on vient d'envoyer une demande aussi à la Chambre de commerce de Brandon pour demander la réalisation aussi de cette étude ou pour peut-être appuyer simplement notre démarche. Là, on est en attente d'une réponse. Et bon, bien, suite à ce qu'on a demandé, puis avec l'organisation du témoignage d'André Villeneuve, bien, c'est ça. Donc, la ville est venue à cette rencontre-là, mais on a obtenu un refus de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Parce qu'elle dit qu'elle a des ententes avec Ville de Saint-Gabriel. Ça a été la correspondance que nous avons reçue du conseil de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Fait que donc, nous poursuivons nos démarches pour que, effectivement, que nos deux municipalités acceptent de faire cette étude. Vous savez, on a déjà parlé probablement ensemble de l'érosion des berges, entre autres aux abords de la voie maritime du Saint-Laurent, dans la circonscription. Il y a une injustice assez flagrante qui se déroule actuellement depuis plusieurs années. Ça fait plus de 20 ans que le fédéral n'apporte aucun soutien aux riverains pour protéger leur terrain. Et le tonnage des navires sur la voie maritime du Saint-Laurent a été augmenté depuis ce temps-là. L'érosion a lieu.
c'est assez dramatique. Les gens regardent année après année leur terrain s'en aller, puis ils n'ont pas de recours. Or, il y a certaines personnes qui ont fait des recours privés, c'est-à-dire qui sont pris un avocat pour poursuivre le gouvernement pour l'érosion de leur terrain. Les causes ne se rendent pas devant le tribunal. Il y a des règlements hors cours. Et tout d'un coup, on se rend compte que le terrain est aménagé pour être protégé. Alors, on vit dans un système à deux vitesses où les gens qui ont de l'argent pour payer un avocat peuvent avoir du soutien. Puis les gens qui n'ont pas d'argent pour payer un avocat, ben ils ne peuvent pas. Ça, c'est révoltant. Donc, on fait une pétition. On commence comme ça. Donc, il y a eu une tentative de citoyen de Lanoraie en 2020 qui n'a pas vraiment levé, là. Mais l'initiative était bonne, mais c'était restreint à Lanoraie. Là, j'ai des gens de la circonscription qui m'ont demandé de soutenir une nouvelle pétition qui s'adresse à tous les résidents, tous les citoyens. Donc, moi, je vous demande, elle est en ligne maintenant. Vous allez recevoir dans les foyers, dans si peu de temps, la prochaine publication du député. Vous savez, les petits papiers avec ma face, avec un sourire que vous avez dans vos boîtes aux lettres, là. Le prochain carton, ça va parler de la pétition, ça va vous donner la référence exacte pour aller signer. C'est important que les gens comprennent que les signatures pour cette pétition-là, c'est en ligne seulement. Donc, si vous signez le carton et vous me l'envoyez, ça va être le fun. On veut que vous fassiez ça avec votre téléphone, votre courriel. Comme ça nous permettra de voir si votre nom est effectivement sur la pétition électronique. Mais la signature qui compte, c'est celle sur la pétition électronique. Ça nous prend un minimum de 500 noms pour que je puisse présenter ça à la Chambre des communes. Évidemment, j'ai l'intention d'en avoir beaucoup plus que ça. Et ça, c'est une première étape. Et moi, ce que je veux, je moule cette démarche-là sur mon collègue Xavier Barcelou-Duval dans Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, qui, lui, est député depuis 2015, qui a eu le temps de faire d'autres démarches. Il a procédé par ces étapes-là. Il en est rendu, lui, à un recours collectif de ces citoyens-là face au gouvernement fédéral pour rétablir un système de soutien pour protéger les berges. Parce que la voie maritime du Saint-Laurent, on ne viendra pas me dire que ça ne rapporte pas d'argent, cette affaire-là. Je pense qu'on est capable d'aider nos citoyens qui sont sur le bord. Là. Oui, exact. À surveiller dans vos boîtes aux lettres. Voilà. Parfait. Donc aujourd'hui, on va parler de la Journée nationale des préposés d'aide à domicile qui est le 26 mai prochain. C'est bien ça. Donc, pouvez-vous me parler un peu de c'est quoi cette journée-là? C'est une journée ça fait 3 ans que c'est débuté. C'est vraiment pour remercier nos préposés d'aide à domicile pour les tâches qu'ils effectuent au domicile des utilisateurs de l'aide à domicile d'Autrey. Surtout cette année, avec la pandémie, c'est encore... la barre est plus haute pour nous, là, pour les remercier pour le travail qu'ils ont effectué. On les remercie au nom des utilisateurs. On les remercie au nom du conseil d'administration d'Autrey parce que ça a été une année vraiment pas facile. Ça a été une année de défis, une année aussi où on devait lutter contre un ennemi invisible. Ça s'est super bien passé. Fait que le 26 mai, on va souligner cette journée-là. On remet des cadeaux aux employés. On les félicite pour le travail qui a été accompli. Là. C'est une journée qui tombe bien dans le contexte actuel de pandémie. Tu sais, ça fait déjà 3 ans, mais on dirait que cette année, c'est encore plus d'actualité, si je peux dire ça comme ça, de souligner notre travail. La différence qu'on a aussi cette année, malheureusement, à cause de mais là, ça fait 2 années avec le début de la pandémie l'an dernier. On n'est pas en mesure de les accueillir. Habituellement, on les accueillait, on faisait une fête, la remise des cadeaux, des discours protocolaires qui étaient faits. Là, on doit se limiter, mais on tient à souligner, puis c'est aussi pour ça ma présence aujourd'hui, là, pour que ceux qui écoutent la télévision puissent entendre ces remerciements-là. Ça va se faire virtuellement, je suppose? Ça se fait virtuellement. On a des rencontres avec les employés un à un dans les semaines qui précèdent ou les semaines qui suivent, mais il va y avoir des cartes qui vont leur être envoyées. Puis... Parfait. Puis justement, si on parle un peu des emplois à l'aide à domicile d'Autrey, oui. Un peu de ça. On est quand même un des bons employeurs de la région. Le total d'employés chez Aide à domicile d'Autrey, c'est 61 employés. Il y a 55 préposés, 6 personnes qui travaillent au bureau administratif. Dans les 55 préposés, il y en a 3 qui sont spécialisés en travaux lourds, les grands ménages. On a une période assez active présentement là-dedans. On en a 16 aux soins à la personne.
Ça, c'est ceux qui vont donner des soins de répit ou des soins d'assistance à la personne. Ça veut dire prise de médicaments, aide au déplacement dans la maison, aide à l'alimentation, préparation de repas. Et aussi, les autres, les 36, sont on appelle ça l'aide à la vie domestique, ce qui inclut l'entretien ménager, les préparations de repas aussi, les aides aux courses, des choses comme ça. Parfait. Puis au niveau des conditions de vos employés? Oui, surtout que c'est bon d'en parler aujourd'hui parce qu'on recherche encore au moins 5 à 6 préposés pour pouvoir donner des services dans l'ensemble du territoire. Notre territoire est assez grand. C'est la MRC d'Autrey au complet. Ça veut dire qu'on part de la Valtrie à la Saint-Barthélemy, Saint-Ignace-de-Loyola, on monte jusqu'à Mandeville et même Saint-Damien du côté un peu plus à l'ouest. Fait que là, présentement, on est en grande recherche de personnel, en travaux lourds, en soins à la personne, en aide à la vie domestique. Des gens qui veulent venir chez nous peuvent faire parvenir leur CV soit par courriel à coordination@dautrey.com. Ils peuvent aussi se présenter. C'est un petit peu plus difficile de se présenter parce que les portes sont barrées à cause de la pandémie, mais ils peuvent quand même cogner à la porte et les gens peuvent prendre leur CV. On peut aussi, ils peuvent nous téléphoner 450-404-2219 au poste 1524. On a Stéphanie qui va accueillir leurs demandes au niveau des demandes d'emploi. Les avantages de travailler chez nous, c'est un travail surtout pour l'aide à la vie domestique, l'entretien ménager et les préparations de repas. C'est un travail qui se fait du lundi au vendredi, de 8h à 17h. Fait que pas de soir, pas de fin de semaine. On commence avec un salaire de base à 16 et 25 $. À ça se rajoutent des avantages sociaux. Puis quand les gens durent dans le temps, on a une échelle salariale où il y a une progression à toutes les 1560 heures. À toutes les 1560 heures travaillées, les gens ont une augmentation salariale. Puis ça passe pour l'entretien, l'aide à la vie domestique, plus que de l'entretien, parce que ça inclut tout ce que je disais tantôt, préparation de repas, toutes ces choses-là. Ils débutent à 16 et 25, puis au salaire maximum, ils peuvent avoir 18 et 29. Au niveau des travaux lourds, le salaire de base est à 17 et 50, puis le salaire maximal est à 19 et 54. Au niveau des soins à la personne, répit, ils débutent à 18 et 25 pour se rendre jusqu'à 20 et 29. Puis il y a une prime de 2 $ de l'heure qui est rajoutée à ça quand il y a un travail de fin de semaine. Au niveau de l'assistance à la personne, puis les soins de répit, ça, il faut être disponible des soirs dans la semaine et aussi les fins de semaine parce que la demande est là pour ces gens-là. À ça, comme je vous disais, à l'ensemble des 3 postes, on rajoute des avantages sociaux, 12 journées fériées par année, 3 mobiles, 2 journées de maladie. On a des reconnaissances pour les années de service aussi. Après 50 services, les gens reçoivent une prime de 500 $ qui est versée en certificat cadeau. Au bout de 10 ans, c'est 1 000 $. À 10 ans, ils ont 4 semaines de vacances. 15 ans, 5 semaines de vacances. Puis à 20 ans de service, quand les gens perdurent dans le temps, on donne un 2 000 $ en bonification aussi, mais pas en carte cadeau, là, vraiment en prime. On a aussi la fête personnelle qui est donnée comme congé. Fait que la journée de l'anniversaire de l'employé peut rester chez lui, il est en congé. Cool. Fait que c'est quand même des bons avantages qu'on donne. Nous, Aide à domicile d'Autrey aussi, on va participer à 1% dans un régime volontaire d'épargne retraite. Les employés ne sont pas obligés de participer au régime, mais les employés qui décident de participer au régime, nous, à DAO, on verse 1% de leur salaire dans leur fonds, un genre de fonds de pension au régime volontaire d'épargne retraite. Fait qu'on demande aux gens qui sont à l'écoute s'ils sont prêts à venir donner un coup de main, aider la population. De plus en plus de personnes veulent rester à domicile pour rester à domicile le plus longtemps possible. Fait qu'on a des emplois disponibles pour les gens qui sont à la recherche d'emploi avec les conditions que j'ai données tantôt. La population qui est en attente présentement apprécierait beaucoup qu'il y ait des gens qui viennent les aider. Présentement, vous donner une idée, on a environ une 60aine de personnes qui sont sur une liste d'attente. Parce qu'on n'est pas en mesure de donner les services parce qu'il nous manque de personnel. Fait que je lance un appel à tous. Parfait.
Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sont à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime. Puis ça, au niveau de la formation, Oui. c'est comment, est-ce que c'est un secondaire 5, formation à préposer, comment c'est... Ce qu'on demande à la base pour l'aide, on va y aller par secteur. Au niveau de l'aide à la vie domestique, bien, on ne demande aucun diplôme. OK. Les gens se présentent. Ce qu'on leur demande, c'est d'avoir de l'habilité dans l'entretien ménager, préparation de repas, des choses comme ça, être autonome, être à l'écoute des gens, super important. On le disait la semaine passée, lors de notre dernière entrevue, qu'il y a des fois la personne chez qui on va donner les services, le seul être humain qui va rentrer dans cette maison-là, des fois, c'est nos préposés. Fait qu'il faut que ça soit des gens de cœur, des gens qui ont vraiment à cœur le bien-être des gens. Si on va vers les gens en soins à la personne répit, on va aller chercher plus des gens qui vont peut-être avoir certains diplômes ou certaines formations qui ont déjà reçu justement comme préposés d'aide à domicile ou préposés aux bénéficiaires. Des fois, il y a des gens qui arrivent, on les accueille. Nous, il n'y a pas d'âge, là. Okay. Les gens qui veulent travailler chez nous, bon, de 18 à... On accueille des gens qui sont en pré-retraite ou on a des gens qui sont déjà à la retraite mais qui cherchent un emploi et qui sont prêts à nous donner 3-4 jours par semaine, 2 jours. On les accepte. Puis ceux-là, on demande un peu plus de formation, le soin à la personne. Mais on permet aussi des gens d'être formés à l'intérieur de l'entreprise. Okay. Il y a une formation qui, en termes, ils appellent ça la FAPAC. C'est un terme assez long là, que je n'ai même pas appris par cœur encore. Mais cette formation-là, qui comporte 8 modules, permet à des gens qui n'ont aucune expérience en soins à la personne, après ces 8 modules-là, de pouvoir donner des soins à la personne. Okay. Puis tout ça, la formation, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est un programme qui a été fait en lien avec le ministère de la Santé et avec le ministère de l'Éducation. Fait que leur formation est reconnue. Ils reçoivent une certification là, après d'avoir fait les 8 modules. C'est supervisé par une infirmière. Fait que tout est bien, le savoir-être, savoir-faire, toutes ces choses-là sont vérifiées, sont mises en pratique. Fait qu'une personne qui, chez nous, n'a pas cette... On prend la personne, quand on l'embauche, on va l'envoyer en aide à la vie domestique au début. Okay. On va lui donner des tâches en aide à la vie domestique au début. Par la suite, si la personne est intéressée, bien, on l'inscrit à la formation qui est faite directement soit à nos bureaux ou dans un ESAD comme le nôtre, là, une entreprise d'économie sociale en soutien à domicile, ça peut être à Louisville ou à l'Assomption, où on regroupe nos gens qui veulent avoir leur formation, puis on part des formations. Fait qu'une personne sans expérience peut chez nous débuter, puis par la suite, après une période de probation qui dure environ 400 heures travaillées, la personne peut démontrer de l'intérêt puis faire du soin à la personne. OK. OK, parfait. Puis pour lourds, là, les travaux lourds? Les travaux lourds, oui. Travaux lourds, ce qu'on demande, c'est des gens en bonne forme, parce que souvent, ça demande un peu plus de tâches là, au niveau de lavage de plafond, lavage des vitres, lavage des murs, déplacement des mobiliers un peu plus lourds. C'est pour ça mais que ce soit un homme ou une femme, on n'a pas de préférence, c'est que la personne soit apte à faire le travail. Okay, oui, c'est ça. Les emplois que je disais tantôt, c'est ouvert à tous, là. Ce qu'on recherche dans les candidats, comme je vous disais, je les ai nommés tantôt, mais aussi, on est prêt aussi à accueillir les gens d'immigration qui sont disponibles pour faire ces emplois-là. C'est sûr que ça prend une voiture. Il faut se déplacer d'un point A à un point B. Fait que ça prend un véhicule ou une façon de se véhiculer facilement. Exact. Mais ça prend aussi des gens, si les gens viennent d'immigration, mais qui ont une bonne... sans difficulté de parler le français, parce que c'est super important. Ils sont seuls avec la personne à la maison. Fait qu'il faut qu'il y ait un contact entre les deux personnes, les gens se comprennent bien. Exact, oui, c'est ça. Mais on en accueille, puis on est fiers d'accueillir tous les gens qui sont prêts à donner un coup de main. Oui, parfait. Bien, c'est ça, comme vous dites, en plus, si vous avez 60 personnes, liste d'attente, vous voulez quand même les aider le plus rapidement possible. Puis... On ne veut pas que la liste d'attente s'allonge, puis on ne veut pas que les gens qui sont sur la liste d'attente attendent trop longtemps.
Des fois, ça peut arriver. Il y a peut-être des gens qui pourraient vous dire oh, bon, ça fait peut-être 1 mois ou 2 que j'attends, mais l'embauche n'est pas toujours facile. Il y a des gens qui, malheureusement, sont partis en congé de maladie, fait que ça amène ces listes d'attente-là qu'on essaie d'éliminer le plus rapidement possible. On procède présentement de l'embauche continuellement. Il y a des gens qui viennent. Fait que on est toujours à la recherche. Il n'y a pas peur aux ceux qui veulent faire du soin à la personne ou du répit. Tout l'équipement est fourni. C'est grâce aussi au CLSC avec qui on est partenaire, qui nous fournit l'équipement, masques, gants si on a besoin, visières. Okay. Nous, de notre côté, on fournit les désinfectants pour s'assurer. Ils ont un kit complet. Quand l'employé se présente à la maison, il y a un kit complet. Il y a des procédures à suivre aussi. On a toute notre petite feuille de procédure pour quand on se présente à domicile d'une personne pour protéger des deux côtés. Exact. Autant la préposée qui se rend au domicile, autant l'usager qui va avoir les services se sent en sécurité parce qu'il voit que la personne se lave les mains, se désinfecte, porte un masque, porte une visière si on a des contacts moins de 3 mètres. C'est super important pour nous de protéger l'ensemble des personnes là, qui sont dans notre environnement. Je suis très contente d'être arrivée à la chapelle, puis très contente de mes quelques jours déjà passés à Berthierville. Fait qu'en gros, l'idée du projet, c'est de dresser un portrait social de la population de Berthier. Donc pour ce faire, je vais à la rencontre des gens. Souvent, c'est dans la rue, si je croise quelqu'un, je me gêne pas, je vais tout de suite vers la personne, j'amorce la discussion et éventuellement, là, je vais cogner aux portes pour présenter mon projet. Puis l'idée, en fait, c'est de recueillir des histoires de vie des gens de Berthier, puis d'accompagner les témoignages avec des images. Donc, je photographie les gens que je rencontre. À date, ça se passe super bien. Tu as rencontré des gens déjà? Oui, déjà. Oui, je veux dire, tout le monde que je croise dans la rue, tous les gens sont super chaleureux. On se jase un peu, puis là, c'est là que la magie commence. Hein. Il suffit d'une petite parole, puis ça... Qu'est-ce qui t'a surpris le plus à date? L'histoire des gens, l'amour du milieu, de l'endroit? Ce qui me surprend, c'est l'ouverture, la chaleur. Tout de suite, c'est ce qui m'a frappée à Berthier. Il n'y a pas une personne qui m'a regardé de travers ou qui m'a pas dit allô. C'est ça, c'est la chaleur des gens. Puis les gens, ils me racontent ce qu'ils ont envie de me raconter. Moi, je force pas la discussion. Donc, et là, tu les prends en photo, c'est ça? Oui, c'est ça, par la suite. Donc, je commence avec la discussion, puis par la suite, la prise de photo. C'est bien important pour moi de créer un lien avant de les prendre en photo. Je vais dire peut-être le mauvais terme, mais est-ce que tu stages tes photos ou c'est des photos naturelles? Est-ce que tu prends de façon générale les gens dans leur milieu en leur disant « on va marcher, je vais prendre 4-5 photos, puis je vais choisir ». Est-ce qu'ils sont curieux de la façon dont tu vas les prendre en photo? Bien, en fait, ça dépend chaque situation. Il y en a que je vais prendre le temps de les placer dans leur environnement, puis je vais les placer dans leur environnement, puis je vais prendre la photo, tandis que là, par exemple, je suis allée à la friperie hier, j'ai rencontré les bénévoles, donc je les ai pris en train de travailler. Donc, ça dépend le contexte. Je me laisse inspirer par... ouais. Est-ce que tu étais venue à Berthierville avant de faire ta proposition de résidence? Non, aucunement. En fait, la formule du projet, c'est une formule que j'ai déjà expérimentée un peu partout. Oui. Donc, je sais que c'est une formule gagnante. Fait que c'est pour ça que je l'ai proposée à Berthier. Je me suis dit, tant mieux, ça va me faire connaître un nouveau coin de pays. Fait que c'est... Là, tu me disais tantôt, tu as trouvé la chaleur des gens. C'est très des gens enthousiastes, très accueillants. Ta première impression aussi quand tu es rentré dans un lieu ici comme la chapelle, qu'est-ce que tu t'es dit? Il y a une chaleur, on sent l'histoire, puis je me sens bien. Je pense que c'est un bel environnement de travail pour me permettre de me concentrer sur
l'écoute de mes entrevues, de mes discussions et la sélection de mes images. Je pense que c'est un environnement parfait pour Le lieu, oui. l'environnement là, pour pouvoir travailler d'une belle façon productive. Donc, on parle que pendant les prochaines semaines, 2 prochaines semaines, tu fais des entrevues, tu te promènes dans Vertic. Pendant tout le mois de mai, Tout le mois complet. Oui, je vais me promener, je vais cogner aux portes, je vais me présenter avec mon projet. Puis ceux qui voudront bien me partager un peu de leur vécu, ben moi je suis preneuse, puis ça va me faire plaisir d'échanger. Est-ce qu'on peut aussi te contacter par l'entreprise de la Chapelle disant venez parler de moi, venez me rencontrer? Oui, tout à fait. Ceux qui écoutent l'émission ce soir, puis qui ont envie de venir me rencontrer puis de me jaser un peu, ben ça va me faire plaisir de vous accueillir à la chapelle, puis après peut-être prendre rendez-vous, puis aller jaser sur le perron. Oui, c'est ça. On respecte les... Oui, c'est ça. Là, par la suite, quand on va faire sur tes témoignages, ces photos-là, l'exposition, peux-tu nous en parler un petit peu de qu'est-ce qui va être présenté en juin par la suite? Oui, bien en fait, moi, je vais présenter tout le fruit de mes explorations, mon travail durant le mois de mai. Donc, on va y retrouver les portraits des gens que je vais avoir rencontrés, quelques bouts de citations qui m'auront marqué durant mes discussions. Donc, ça va être un mélange de textes, images, et ça va refléter un beau portrait de la population de Berthier. Éventuellement, On est très heureux. Pour une 2e année, le musée Gilles Villeneuve a une équipe de course officielle. C'est dans la série la Coupe Nissan. On parle aujourd'hui, cette année, de la Coupe Nissan Sentra, mais nous, on est dans la division Micra, les plus petites voitures. L'an passé, on avait un pilote ou une pilote, Marie-Soleil Labelle. Cette année, ça sera sa 2e année, mais elle ne sera pas seule. On aura un coéquipier à Marie-Soleil. On les voit sur l'écran derrière moi. Fait que c'est Nicolas Barrette qui va se joindre à notre équipe. Et ce qui est intéressant, pour Marie-Soleil, qui, elle, débute, bien, Nicolas a déjà de l'expérience. Fait que je pense que ça va être profitable pour tout le monde et ça va être un plus là, pour notre équipe. Fait qu'on en est bien content. On va dévoiler nos couleurs, si on peut dire, des voitures et les partenaires, tout ça officiellement, au musée le 29 mai dans l'après-midi à 14h30. Ça sera aussi diffusé là, en direct sur le web pour, évidemment, souligner l'apport de partenaires, tout ça qui nous aide à avoir cette équipe-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est le rayonnement du musée avec une équipe comme ça. Bon, c'est sûr, il y a la pandémie, c'est pas des saisons normales, mais ça fait rien. Le logo du musée est véhiculé dans des pistes de course. Cette année, il y aura des courses au Québec, il y en aura en Ontario. La saison officielle tarde un peu à être annoncée parce qu'il y a toujours des modifications en raison de la pandémie. Bon, on s'attend que les endroits soient annoncés sous peu, mais entre autres, je sais qu'il y aura ce qui est prévu, 2 courses sur le légendaire circuit au Mont-Tremblant. On espère que le Grand Prix de Trois-Rivières va avoir lieu comme prévu, parce que ça serait une belle vitrine aussi pour nous. C'est un petit peu tout ça qu'on met en branle et ça nous permet, vu qu'on est un peu au ralenti au musée à cause de la pandémie, mais ça nous permet de rayonner à l'extérieur, de rayonner sur un plus large plateau et de faire parler du musée de Berthierville et de la région en même temps avec notre équipe de course. Oui. Le musée Gilles Villeneuve rappelle le souvenir de Gilles Villeneuve. C'est un passionné de course automobile, de mécanique, tout ça. Donc, le musée veut être à son image. Nos 2 pilotes, c'est des passionnés. L'an passé, Marie-Soleil, à 16 ans, était la plus jeune pilote en piste. Elle a pris de l'expérience dans cette année-là. Je pense que ça va être très positif. Donc, c'est de la passion qui anime autant Nicolas, qui aime évidemment avoir le volant entre les mains et rouler sur la piste. Je pense que ça va être un beau partage là, de savoir entre les 2 pilotes. Ça va être utile à tous. Et donc, la passion est là. On a aussi la parité, on va dire la parité, on en parle souvent. Bien là, on a
un gars, une fille. Fait que, donc, on est fiers aussi à ce niveau-là. Puis aussi, tu sais, le musée Gilles Villeneuve, souvent, les gens disent que c'est un musée de gars. C'est un musée de gars. Non, c'est un musée de passionnés. Et il y a plein de filles qui aiment ça, les courses, tout ça. Fait que l'exemple de Marie-Soleil est peut-être fort importante à ce niveau-là. Puis il y aura des choses au musée là, qui se feront éventuellement pour un peu promouvoir la course auprès de la gente féminine. Là. Je pense qu'on va travailler ça aussi avec Marie-Soleil. Marie-Soleil aussi, c'est un peu notre trait d'union entre les générations. Évidemment, ceux et celles qui ont connu Gilles Villeneuve en piste vieillissent avec les années. Fait que nous, on veut faire parler de Gilles Villeneuve aussi. On veut parler aux plus jeunes. Et je pense, par l'entremise de Marie-Soleil, ça peut être une ambassadrice fort intéressante. L'autre chose, c'est l'implication de Marie-Soleil aussi, entre autres au niveau de Rêve d'enfant. Elle est une des ambassadrices. Dans la dernière année, elle a même contribué à amasser des fonds là, qui serviront à réaliser le rêve d'un jeune ou d'une jeune. Donc, c'est important. Je pense que c'est des belles valeurs là, pour des jeunes comme ça qui donnent du temps puis qui travaillent à améliorer le sort de d'autres. Et aussi, ce qui est intéressant quand on parle aussi dans notre communiqué de presse de différence, c'est Marie-Soleil a un trouble du langage. Donc, c'est encore plus intéressant parce que là, elle doit se présenter souvent devant les gens. Avec nous au musée, elle a fait un petit clip vidéo qui va être dans un tournage là, qu'on va présenter sous peu. Donc, c'est des expériences aussi pour elle. Puis ça démontre à d'autres gens, d'autres personnes qui peuvent avoir des problèmes similaires ou un peu du même type, qu'on peut performer, qu'on peut progresser, puis qu'on peut avancer dans la vie malgré ces obstacles-là. Un peu, puis on donnait l'exemple, c'est un bel exemple. Tu sais, Gilles Villeneuve, à l'époque, c'était le gars qui baissait jamais les bras. Bon, il y avait des obstacles. Souvent, c'était des obstacles financiers, mais il trouvait des moyens de contourner ça, ou des obstacles sur la piste. Tu sais, c'était le gars qui se laissait pas abattre, qui cherchait des moyens de performer toujours à l'extrême. Donc, c'est des valeurs qu'on partage, là, le musée avec Marie-Soleil là, depuis l'an dernier, et puis ça va se poursuivre aussi par la suite. Là. Comme Mme Provost vous l'a mentionné, ton aventure veut vraiment développer le plaisir de lire au quotidien. Et ça aide à diminuer la perte d'acquis scolaires, d'acquis en lecture au cours de l'été. Au cours de la dernière année, vous dire que le site Ton Aventure a été vraiment très populaire. Là. Pour la même période, on a comparé les données et on a constaté une augmentation de 66 % de nouveaux utilisateurs pour la Naudière et sur tout le Québec, là, parce que le confinement a fait en sorte que Ton Aventure a vraiment conquis les autres régions du Québec. Donc, sur tout le Québec, c'est une augmentation de 387 % qui a été constatée. Donc, c'est vraiment un site, une plateforme qui plaît. Mais je vais vous rappeler c'est quoi Ton Aventure. Ton Aventure, c'est une plateforme qui est interactive. C'est une plateforme qui met en ligne des histoires dont vous êtes le héros, c'est-à-dire des histoires où à la fin de chaque chapitre, l'enfant va choisir la suite, il a 2 possibilités, et le lecteur va choisir vers quelle suite il va aller. Il y a 9 histoires présentement sur le site, et c'est un site aussi qui va s'adapter à tous les niveaux de lecteur, c'est-à-dire qu'il y a un système de poursuite oculaire avec une bande sonore à 2 vitesses possibles. Il y a aussi un lexique sur certaines histoires. Madame Provost vous a dit que c'était un outil qui était utile pour les jeunes qui sont en francisation, pour leur famille, et ce lexique-là est d'autant plus utile pour eux. Et aussi, c'est qu'en plus d'offrir la possibilité de faire des lectures de groupe, le site comporte des fiches d'activité qui visent à appuyer le travail des enseignants et des intervenants. Et là, je veux saluer notre ancienne collègue Jacinthe Paquette qui est avec nous aujourd'hui, que je n'ai pas la chance de voir son beau sourire, mais Jacinthe a beaucoup travaillé sur ce projet-là quand elle était au Créval, notamment sur les fiches pédagogiques.
Donc, pour la 3e édition, on a ajouté, comme je vous disais, 3 nouvelles histoires qui ont toujours écrites par Mathieu Fortin, qui est un auteur jeunesse reconnu. Donc, quelles sont ces histoires talalam? La première, pour les 6 à 9 ans, s'appelle « Il faut sauver la fée des dents ». La seconde, qui s'adresse aux 9-12 ans, « L'orbe du destin ». Et la dernière, pour les plus vieux, là, les 12 ans et plus, « Le dernier espoir ». Je vous mentionne aussi que l'histoire « L'orbe du destin » a été illustrée par Jocelyn Jalette, qui est un BDiste de Lanaudois. Vous savez qu'au Créval, on est une organisation de concertation, on est une organisation qui développe des projets en respectant ou en s'adaptant aux réalités, aux préoccupations, aux besoins des partenaires, aux besoins des familles. Et c'est pourquoi, bien, avec les suggestions, soit des partenaires ou des parents, on adapte nos outils au fil des ans. C'est pourquoi, pour cette année, il est maintenant possible d'avoir plus d'un enfant qui utilise la même adresse courriel pour s'inscrire au concours. Les parents peuvent même donner un nom différent à chacune des histoires pour que ce soit les histoires qui sont commencées par leur enfant, pour que ce soit plus facile de les repérer. Aussi, la présentation des textes, il y a eu plusieurs changements qui ont été apportés dans la disposition des textes et des images. Les lecteurs vont avoir ainsi plus de facilité à lire, peu importe leur niveau de lecture. Également, j'ai omis de vous dire que ton aventure, bien, c'est pour développer le plaisir de lire au quotidien. Donc, à partir du moment où un enfant débute une histoire, il va avoir un chapitre qui va être débloqué à chaque jour. Donc, après 3 jours sans lire, on a 3 nouveaux chapitres. Sinon, puis l'idée, c'est ça, c'est d'inciter les enfants à aller lire un nouveau chapitre à chaque jour, et ce, sur 30 jours. Je vais maintenant inviter ma collègue Caroline là, à vous faire le tour du propriétaire et je vous reviens par la suite. Alors, ça ne sera pas bien long. Je vais vous partager mon écran. Alors, voici la page d'accueil du site Ton Aventure, ce site dont nous sommes très fiers. Très facile d'utilisation. En fait, sur la page d'accueil, il y a tout de suite un endroit ici que vous pouvez cliquer pour aller voir les nouveautés dont vous a parlé Anne-Marie. Sinon, en descendant un petit peu plus bas, ici, là, on a un accès pour l'inscription des enfants et un accès pour l'inscription des organismes. Bonjour, je m'appelle Mathieu Fortin, je suis auteur spécialisé en littérature jeunesse. C'est avec grand plaisir et beaucoup d'honneur que j'ai participé à la 3e édition de tonaventure.com. Mon histoire pour les 6-8 ans s'intitule « Il faut sauver la fée des dents ». Dans ce petit roman dont vous êtes le héros, Madeleine Dubois, une petite fille de 8 ans, normale, dort lorsqu'elle se fait réveiller par des bruits. C'est une fée nommée Nitrophe, un petit monsieur moustachu, qui lui demande son aide. De l'aide pourquoi? Une des fées des dents est disparue pendant sa mission. Ils auront donc à explorer le monde des fées et le monde des humains à la recherche de cette fée des dents disparue. C'est intéressant pour moi, comme auteur, d'écrire une histoire où des situations du quotidien deviennent des défis parce que le personnage est de la grandeur d'une fée, donc quelques centimètres de hauteur. C'est une histoire dont vous êtes le héros, donc le lecteur aura à choisir avec Madeleine les endroits qui seront explorés et les stratégies pour déjouer les pièges sur son chemin, pour trouver qui a kidnappé la fée des dents. Mon histoire pour les 9-12 ans s'intitule « L'orbe du destin ». C'est une histoire de fantastique merveilleux qui met en scène un jeune garçon nommé Malik qui est transporté dans un univers fantastique, fantasmagorique, où il y a toutes sortes de créatures étranges et où un méchant sorcier essaie de retracer les morceaux d'une pierre magique pour créer quelque chose de mystérieux. Malik et ses camarades vont essayer d'intercepter tous ces morceaux-là de pierre magique avant que le sorcier et ses troupes maléfiques réussissent à s'en emparer. Évidemment, c'est une histoire dont vous êtes le héros, donc notre lecteur aura à choisir les stratégies que Malik va utiliser pour réussir à empêcher le sorcier d'accomplir ses desseins maléfiques. Mon histoire pour les lecteurs de 12 ans et plus s'intitule « Le dernier espoir ». Cette histoire-là met en scène un groupe d'amis qui sont en camping, en pleine forêt,
Ils sont attirés par des lumières et des sons étranges. Ils découvrent une espèce de bunker dans la forêt où se trouve une femme, une fille, une créature étrange. C'est un peu mystérieux. Et ils recevront une mission. Ils seront le dernier espoir de l'humanité pour empêcher une invasion extraterrestre. C'est une histoire dont vous êtes le héros, évidemment. Donc, nos lecteurs auront à choisir comment les personnages vont se battre contre les extraterrestres qui s'emparent des corps de chacun d'entre eux, un à la fois, pour les transformer en monstres. Alors, je vais vous parler de mots qui ont été ajoutés au dictionnaire Larousse de l'édition 2022. Ça a fait beaucoup jaser. Il y a des mots qui sont quand même assez particuliers qui vont être intégrés au dictionnaire. En tout, il va y avoir 150 nouveaux mots. Et on voit que ces nouveaux mots-là sont évidemment teintés par la pandémie de COVID-19 qu'on a eue. Donc, des mots comme télétravailler, asymptomatique, distanciation, déconfiné et COVID-19. Mais on retrouve aussi des mots un peu plus drôles. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle même de mots qui sont inspirés du québécois comme nounounerie pour une bêtise ou une stupidité. Il y a aussi les mots comme échouerie et bien cuit qui font leur entrée. On peut aussi ajouter le mot vigile qui signifie rassemblement de personnes pour commémorer un événement généralement tragique. Mentionnons également que le petit Robert a également rajouté les mots déconfiné, distanciation, télétravailler à son dictionnaire. Donc, il n'y a pas seulement le dictionnaire Larousse dans ce que je vous dis. Comme chaque année, le petit Larousse illustré accueille dans ses colonnes 150 nouveaux mots, sens et expressions. Et ça, c'est pas anodin, là, c'est pas quelque chose qui arrive une fois aux 100 ans. C'est vraiment le reflet des évolutions de notre monde. À chaque année, il y a un changement dans le parler et ça se témoigne dans les mots du dictionnaire, comme nous l'explique l'éditeur du dictionnaire Larousse. Informez-vous si vous êtes un peu curieux des nouveaux mots qui sont rajoutés au dictionnaire. Donc, merci beaucoup tout le monde. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi Xavier pour la capsule astrologie de cette semaine. Donc, je vais commencer tout d'abord, comme à mon habitude, avec le premier signe du zodiaque qui est le Bélier. Donc, l'énergie chanceuse de Mercure impulse un projet original cette semaine. C'est un projet novateur qui a un enjeu financier quand même important. L'énergie heureuse de Vénus met du fun, du flirt dans vos amours. Et on joue à se plaire, on se plaît à jouer en improvisant les divertissements. Donc, niveau amour, ça va bien. Il y a des petits soubresauts cette semaine. C'est une semaine qui est propice peut-être pour rompre le célibat. Donc, un petit plus aussi pour cette semaine, il suffit que chacun y mette du sien pour que tout se passe bien, que ce soit dans vos amours ou dans vos projets niveau profession. Pour le signe du Taureau, cette semaine, vous avez une bonne maîtrise de soi, une affirmation puis une confiance en soi qui est peut-être surdéveloppée contrairement à d'habitude. Donc, la nouvelle lune fait de l'effet particulièrement sur les signes du Taureau. Et ça, c'est associé à la planète Uranus qui vous aide à braver les risques et les interdits pour imposer vos idées. Donc, l'audace paye, l'entourage est bluffé parce que votre position est renforcée, que ce soit dans vos amours, mais surtout niveau professionnel, votre situation financière est vraiment avantagée cette semaine. Le petit plus, eh bien, bravo de vous laisser porter par vos émotions, car là où elles vous amènent, votre cœur battra la chamade. Pour les signes du Gémeaux, ça va vite, le vent frais printanier est léger avec 2 planètes rapides au-dessus de votre tête. Effectivement, Mercure vous tend la perche et le micro pour vanter tout votre savoir-faire. Vos arguments vont prendre de l'importance, l'accord est scellé. Niveau amour, il y a des galanteries, coquetteries et câlineries. Et Vénus agrémente les relations d'une bonne dose de séduction. Le plus de cette semaine, on vous aime, donc profitez-en pour vous démarquer. Pour le signe du Cancer, c'est un scénario qui est bien rodé. Comme la semaine passée, Mars préfère la tactique et la stratégie. Vous passez en douceur plutôt qu'en force. Vos intentions expliquées, vos actions justifiées. Votre carrière est vraiment prête à s'envoler cette semaine. Mars vous donne du pep au pied du lit. Donc, le petit plus aussi, un proche désembrouille la situation si jamais vous étiez empêtré avec des difficultés matérielles. Pour le signe du Lion, jamais 203, 2 nouvelles, 3 effets. Le duo Mercure-Vénus en Gémeaux insuffle de l'optimisme à vos activités. Jeudi, Jupiter quitte le Verseau, la voie est libre pour faire ce qu'il vous plaît.
Mercure conclut un accord, Vénus aide à lancer un projet personnel et Jupiter vous donne les moyens d'agir. Donc, vous avez vraiment un trio qui est bénéfique pour vous. Le plus en couple, rendre votre conjoint jaloux va pimenter les échanges et si vous êtes célibataire, vous pouvez perdre la tête pour une amourette. Pour le signe du Vierge, un virage s'amorce, marqué par l'entrée de Jupiter en Poisson à la fin de la semaine. Positif ou négatif, on ne sait pas trop, mais c'est impossible de le préciser pour cette semaine. Néanmoins, le trio Soleil, Lune et Uranus en Taureau vous suggère de consolider votre acquis pour réussir la transition. Pour le signe du Balance, vous avez un changement de votre perception, votre point de vue change sur les gens et aussi sur les situations. Vous avez l'esprit ouvert et vous prenez part à des projets auxquels vous auriez refusé d'adhérer il y a peu. Un climat de confiance s'installe qui est constructif et motivant. Côté cœur, vous pouvez avoir le béguin pour quelqu'un qui ne vous plaisait pas jusqu'ici. Et le plus, une situation administrative en cours trouve une issue favorable. Pour le signe du Scorpion, Jupiter débarrasse le plancher en fin de semaine. Vous allez enfin pouvoir faire reconnaître vos mérites sans craindre les coups bas. Les transactions sont facilitées et n'hésitez pas à négocier, c'est tout à votre avantage cette semaine. Les affinités sont favorisées, nouer des contacts, elles peuvent se révéler décisifs sur le plan social. Le plus de cette semaine, prenez le pouvoir dans votre vie personnelle aussi, le pouvoir sur vos désirs et sur votre faculté à les concrétiser. Pour le signe du Sagittaire, eh bien, un pas en avant qu'un imprévu ne vous oblige à en faire 3 en arrière à cause d'un imprévu. C'est ce qui s'annonce pour cette semaine. Tout semblait parfait, en bonne voie, mais rien de fichu. Il va y avoir peut-être des petits inconvénients, mais le projet est juste retardé, avec peut-être l'obligation de réviser votre copie pour être certaine de toucher au but. Le plus pour cette semaine, un différend peut se régler à l'amiable si vous prenez des gants. Jouez de subtilité, la balance penchera évidemment de votre côté. Pour le signe du Capricorne, mardi, la Lune en Taureau crée le déclic, un appel, une rencontre. Donc l'événement vous donne du ressort et le cran de faire bouger votre destin. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, donc vendredi, Jupiter entre en Poisson. C'est une promesse de belles sensations sur le plan affectif. Et un amas planétaire en Taureau offre des perspectives financières intéressantes dans un délai rapproché. Pour le signe du Verseau, eh bien, Jupiter s'éloigne avant de revenir fin juillet, ce qui constitue la fin d'un cycle. C'est plutôt une parenthèse qui s'ouvre avec des décisions à prendre et à assumer sur le terrain. L'impression d'être seul face à votre destin va vous guetter particulièrement cette semaine. Le Verseau n'a peur de rien, dit-on. Les événements vous mettent au défi de le prouver. Et le plus de cette semaine, Mercure en Gémeaux vous donne de l'habileté à convaincre les esprits les plus récalcitrants. Et pour le dernier signe, le signe du Poisson, c'est une vraie révolution. Comme votre voisin, le Verseau, Jupiter lance un nouvel épisode de votre vie qui est épanouissant et inédit. Jusqu'au 28 juillet, ces bienfaits apportent de l'expansion à vos activités. Et dès cette semaine, votre rôle s'amplifie avec une mission plus importante à remplir et de l'argent à gagner. Et le petit plus pour le signe du Poisson, les belles rencontres et les grands frissons sont aussi au programme de cette semaine. Donc, c'était votre capsule astrologie de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule astrologie. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Bonne semaine à toutes et à tous!